Donc, pour l'instant, on a une trentaine de présents. On avait à peu près 70 inscrits. Donc déjà, je vais quand même me présenter. Euh, pour ceux qui n'étaient pas présents au premier webinaire, moi, c'est Lucie Bernard. Je suis basée en Bourgogne-Franche-Comté, à Besançon. Je suis chargée de mission transition agroécologique et climatique à Tram. Et j'accompagne, entre autres, l'un de nos réseaux adhérents, la FRGDA Franche-Comté. J'ai trois petites slides à vous présenter sur Tram et pourquoi on propose ce webinaire. Et après, je vais passer assez rapidement la main à Pierre-Emmanuel Radi, qui est notre intervenant d'aujourd'hui. Donc, notre association Tram, c'est une association nationale de développement agricole qui est reconnue ONVAR. Donc, notre ADN, c'est vraiment l'innovation collective. Et face à nos démarches de recherche-action, nous accompagnons les collectifs agricoles et les acteurs de territoire autour de 4 grands axes, qui est donc la transition agroécologique et climatique, la transition alimentaire, la transition organisationnelle et humaine et la valorisation des externalités positives. Donc, Tram, c'est aussi un centre de formation. Nous formons des personnes qui peuvent être à la fois des animateurs, des conseillers, des responsables collectifs, élus, enseignants, etc., chercheurs, sur ces transitions, aussi sur la gestion du collectif. Et on est reconnu centre de ressources, donc un centre qui est accessible à tous en ligne sur notre site internet. Hein. Donc, nos équipes à Tram, elles sont réparties entre Paris et les régions afin de rester au plus proche du terrain. Donc, moi, par exemple, je suis en Bourgogne-Franche-Comté, je suis seule. Et j'ai des collègues qui sont en Bretagne, en Aurore, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie. Et on a aujourd'hui 10 réseaux adhérents en 2025, voilà, et qui sont plutôt pluridisciplinaires, tels que les Spiruliers de France, les houblonniers, les caravaques canopées, qui sont des éleveurs qui travaillent sur la gestion de la haie, la FRGDA, qui sont les groupes de développement, des magasins de producteurs, etc. Alors, juste pour information, ce webinaire, il est enregistré. Vous aurez accès ensuite au replay. Je vous l'envoie quelques jours après en fonction du temps que ça peut prendre de le mettre sur notre centre de ressources. Sachant que vous pouvez retrouver déjà le premier webinaire qui a eu lieu le 11 décembre avec Edwige Borneau sur une partie plutôt approche clinique sur l'abreuvement et les pathologies liées à l'eau. Donc, il est disponible sur le centre de ressources. Mon collègue Adrien, qui est présent au webinaire, je pense qu'il va va vous le mettre le lien sur le chat. Pour poser les questions, Pierre-Emmanuel, au fur et à mesure de sa présentation, va laisser des petits créneaux de questions-réponses. N'hésitez pas à lever la main, à bien couper vos micros aussi tout au long de la présentation, ou alors à poser vos questions au niveau du chat et nous, on relaiera avec mon collègue Adrien. Donc aujourd'hui, on est sur ce deuxième webinaire sur notre cycle eau et santé animale à levier clé trop souvent sous-estimé. Et notre intervenant est donc Pierre-Emmanuel Radigue, qui apporte plutôt une approche sur les propriétés physico-chimiques de l'eau et les leviers qui sont disponibles lorsque la qualité n'est pas au rendez-vous ou lorsque l'animal est déshydraté. Voilà, je ne sais pas, pour l'instant, on n'a pas encore tous les participants, mais je vais donner la parole maintenant à Pierre-Emmanuel, qui est déjà présent. Je te laisse partager ton fichier, Manu. C'est tout bon pour toi. Voilà, ça fonctionne. Je vais le mettre en mode diaporama. Tu peux le mettre en mode diaporama. Allons, quand tu veux. Voilà. C'est bon? Ça s'affiche comme il faut? Oui, c'est parfait. Très bien. Merci. Donc, le sujet qui m'a été demandé de vous traiter aujourd'hui, c'est propriétés physico-chimiques et structurelles de l'eau, les critères pertinents, leviers d'action, d'optimisation en cas de déshydratation. Alors, ça part du principe déjà que quand on est en ferme, très souvent, on voit, alors, ce qu'on voit le plus couramment, j'ai envie de dire, dans 85% des fermes, c'est des animaux qui n'ont pas ni la quantité ni la qualité d'eau au sens bactériologique de l'eau.
Donc ça, c'est la première chose que vous avez vue avec Edwige. Donc j'ai regardé le replay et à mon avis, il y avait tout ce qu'il fallait là-dedans. Donc ça, c'est les premières conditions à mettre en place. Mais la deuxième chose que l'on peut voir régulièrement dans des fermes, c'est que les animaux boivent bien la quantité d'eau, voire une eau propre, et pour autant, on peut se retrouver dans des situations de déshydratation importantes. Alors, probablement, vous qui êtes conseiller, vous promenez dans beaucoup de fermes pour votre travail quotidien. Vous avez certainement vu un certain nombre d'agriculteurs ayant installé des systèmes de structuration d'eau. Alors, il y a une certaine quantité d'appareils disponibles et installés, mais vous allez voir qu'on ne sait pas toujours exactement évaluer ce qui est réellement fait avec ces appareils. Alors, je vais commencer par la conclusion, comme ça nous laissera peut-être... Pierre-Emmanuel, juste, je te coupe, excuse-moi, est-ce que tu peux juste peut-être te représenter exactement, Ah parce que oui, moi j'ai donné d'accord. ton nom et Alors, voilà. donc Pierre-Emmanuel Radigue, mon cursus donc, a commencé par un diplôme de médecine vétérinaire. Je suis sorti de l'école dans les années 80 avec une idée très précise, c'est comment interagir avec l'éleveur pour ne pas soigner, pour arriver à la case du soin et de la chirurgie le moins souvent possible ou le plus tard possible. Donc, sorti de l'école, je suis allé faire des formations complémentaires donc en génétique, insémination artificielle, transfert d'embryons, pour passer ma licence de chef de centre polyespèces. Je suis allé me former en nutrition animale en France et à l'étranger, principalement aux États-Unis et Canada. Et puis ensuite, j'ai suivi tout au cours de ma vie un process de formation continue. Alors, à mon avis, bien plus sur des choses zootechniques quelque part que sur des aspects purement médicaux. Et au cours de ce cheminement, j'ai pris conscience de la nécessité de travailler l'eau, pas que sur l'aspect quantitatif, mais aussi sur l'aspect qualitatif et structurel. Donc aujourd'hui, on n'abordera pas du tout les questions de nutrition, d'environnement et de bien-être. On va se concentrer sur ce sujet, quelle est l'hydratation propre des animaux. Voilà, ça va comme ça, Lucie, ou pas? Donc mon métier Oui, très bien, merci. se partage pour à peu près un tiers de recherche et développement, un tiers d'accompagnement d'agriculteurs dans l'organisation de leurs fermes pour optimiser le fonctionnement zootechnique et la santé des animaux. Et puis, un tiers de mon travail, c'est aussi la formation continue à la fois des vétérinaires, des techniciens, ingénieurs, accompagnants et des agriculteurs eux-mêmes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec TRAM, puisqu'on accompagne des groupes d'éleveurs sur le Doubs et le Jura depuis plusieurs années. Voilà, donc sur la partie propriétés physico-chimiques et structuration de l'eau, je vais commencer par des diapos presque de conclusion pour vous donner les données du passé proche, les années 50-60, à la sortie de la guerre. Donc, une personne que je vais vous encourager à regarder, à lire, qui était Victor Schorberger, certainement l'un des premiers à avoir travaillé sur la structuration de l'eau et comment travailler cette structuration de l'eau. Alors, il l'avait fait essentiellement pour des usages humains et domestiques, pas tellement pour les animaux. Et plus récemment, vous avez des travaux qui ont été initialement faits en Bulgarie et qui ont été repris au Japon, donc en aquaphotonique, qui permettent aujourd'hui, avec des instruments, de mesurer la structuration de l'eau très finement. Et en fonction de ce que l'on va faire subir à l'eau en termes de modifications structurelles, lui donner des propriétés différentes et particulières. Et dans le futur immédiat, en fait, on est en train de développer ce système pour qu'il soit utilisable, on va dire, par tout à chacun, ingénieur, vétérinaire, éleveur, dans son élevage. Alors, le principe, c'est de partir de la chose suivante, c'est que quand l'eau, on lui fait subir un certain nombre de séquences, ça peut être de la filtration, ça peut être de l'osmose inverse, ça peut être un vortex. Le vortex correspond à imprimer un mouvement mécanique à l'eau, soit d'extrogir à droite, soit l'évogir à gauche, soit lui appliquer de la chaleur, lui appliquer du froid, lui appliquer des ondes électriques, électromagnétiques, la mettre sous l'influence de différentes longueurs d'onde de lumière. Différents scientifiques ont travaillé sur le sujet, mais la particularité de l'aquaphotonique,
a été de matérialiser, de visualiser ce qui se passait finement sur l'eau et de lui donner des propriétés complètement différentes en fonction du traitement qu'on lui aura fait subir. Alors vous avez ça qui est représenté sur ce graphique, en fonction de la longueur d'onde dans laquelle travaille l'eau. Alors, on peut avoir des eaux complètement différentes. Alors, ce qu'ils appellent en aquaphotonique de l'eau chaude, alors, ne pas confondre eau chaude, eau froide, à un traitement thermique, hein. C'est le traitement qu'on va faire subir à l'eau physico-chimique, va lui donner une propriété ou pour augmenter sa capacité de faire la solvation, on va dire, des éléments. Alors, ça peut être très intéressant, par exemple, quand on veut augmenter les capacités digestives d'un humain ou d'un animal. Sous cette forme-là, on aura une eau qui est plutôt relativement libre et qui a une capacité d'hydratation, on va dire, dans le tube digestif et en position extracellulaire. Alors ça s'obtient essentiellement soit par des vortex, donc des vortex qu'on peut faire à la main avec votre bouteille, hein, par exemple, ou ça peut être fait avec un système mécanique. Donc c'est ce qu'avait inventé Victor Schauberger. Alors lui, il avait eu l'intelligence de créer ces vortex sur l'eau, mais il n'avait évidemment pas à l'époque la capacité de mesurer ce qui se passait sur le plan structurel de l'eau. Donc ça, c'est la partie droite du schéma. Donc ça, c'est plutôt une eau qu'on va utiliser pour faciliter la digestion et l'assimilation des nutriments et hydrater, on va dire, l'animal. Inversement, sur le schéma à gauche, on va se retrouver avec une eau qui est complètement différente. Si on lui applique d'autres fréquences, d'autres longueurs d'onde, on se retrouve avec une eau qui est très cohésive. En aquaphotonique, on appelle ça une eau froide. Cette eau, elle a plutôt des vertus thérapeutiques, plutôt des propriétés d'hydratation intracellulaire ou d'emmener des molécules en position intracellulaire. Voilà. Et la structuration de l'eau est complètement différente. Là, elle va devenir extrêmement cohésive. On va voir que d'autres auteurs ont travaillé sur ce sujet. Alors, pour faire ça, ce qu'on est en train de développer et qui sera à votre disposition, je pense, à l'horizon de quelques mois, c'est les appareils qui permettent de mesurer ça dans des laboratoires. Donc, c'est essentiellement le docteur Jelena Monkan qui fait ça chez Aquaphotonics, donc au Japon. Donc, en laboratoire, ces appareils sont extrêmement coûteux, hein, qui coûtent à peu près 1 million d'euros. Nous, ce qu'on est en train de faire avec la société Quantiworld à Chalon-sur-Saône et la société Sensine, c'est utiliser des capteurs miniaturisés, beaucoup plus petits, qui vont nous permettre, avec une corrélation pratiquement de 90%, d'obtenir les mêmes résultats de mesure et de quantification qu'on peut faire avec des appareils de paillasse. Voilà, donc vous les avez ici en photo. Et deuxième chose qu'on est en train de développer, c'est un système de travail de l'eau. Donc on va faire passer de l'eau dans le système que vous voyez en photo. Donc là, actuellement, c'est un système qui est plutôt adapté à des hommes qu'à des troupeaux, puisque les quantités d'eau qu'on peut traiter sont relativement faibles, mais on va développer des systèmes un peu plus gros pour pouvoir mettre ça dans des fermes, où on va combiner, quand on fait passer l'eau dans ce système, on combine deux choses. On combine la dynamisation par vortex, alors qui peut être à gauche ou à droite en fonction de ce qu'on veut faire, de la lumière et des effets sonores. Voilà. Et alors, il y a quelqu'un qui a travaillé aussi là-dessus en parallèle, qui était le professeur Montagnier, sur les effets papillons, c'est-à-dire que quand on fait du filtrage et du tourbillonnement de l'eau, ça modifie sa structure moléculaire, en particulier pour ce qu'on appelle l'eau intermédiaire, qui est dans le graphique que je vous ai montré, qui est au milieu, hein, pas l'eau froide, pas l'eau chaude, c'est, on va dire, une eau intermédiaire. Voilà. Ça modifie les capacités thermiques de l'eau, c'est-à-dire ça modifie l'énergie nécessaire pour changer sa température. Et juste comprendre que même des très petites modifications de conditions de départ peuvent avoir des impacts considérables sur les résultats. Alors, cette méthode de dynamisation d'eau est plutôt culturelle et utilisée par les gens qui font de l'homéopathie, qui savent très bien que quand on met un remède homéopathique dans une bouteille et qu'on secoue l'eau et qu'on lui imprime un vortex, on augmente les propriétés, on va dire, thérapeutiques de cette eau dynamisée avec la substance qui est dedans, pas la substance, le remède homéopathique qui est dedans. Alors, quelles sont les implications déjà actuelles et qu'on va mettre
en place à court terme dans les élevages, c'est qu'en travaillant cette structure de l'eau, eh ben, en fait, on modifie sa densité et sa viscosité et sa dynamique moléculaire. On augmente la solubilité et la diffusion des nutriments. Donc, si on la travaille d'une certaine façon pour cet obus qui accompagne le bol alimentaire, ou inversement, on peut la travailler un peu différemment. Ça, c'est peut-être plus pour des thérapeutes, hein, pour des vétérinaires, dans le sens où on veut augmenter la diffusion des médicaments ou des ions. Le fait de structurer l'eau permet d'améliorer le transport des gaz et d'améliorer l'oxygénation et d'activer le métabolisme. Le fait de structurer l'eau, on est à peu près certain que ça influence les protéines, l'activité des enzymes et des membranes. Et en fonction de comment on va structurer cette eau, on peut avoir des effets antimicrobiens, détoxifiants, réducteurs donc du stress. Alors, ce que nous sommes en train de travailler avec QuantiWorld, vous avez ici les différents anagrammes, aquagrammes d'eau, en fonction, on va dire, comment dire, de la fréquence musicale que l'on va infliger à l'eau. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas ignorants sur ce sujet, hein. Il y a des travaux qui ont été faits sur le fait d'appliquer différents types de musique à des plantes et qui changent complètement leur comportement, où elles s'affaiblissent, où elles se renforcent. Alors ça part de cette idée. Donc là, on a travaillé en fonction de différentes octaves donc, appliquées à l'eau. Et en fonction de ce que l'on utilise comme fréquence et comme note, en fait, ça modifie l'aquagramme de l'eau. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu les travaux, par exemple, de Masuro Emoto. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà à peu près une trentaine d'années avait donc utilisé différents types de mots ou d'ondes sonores, on va dire, sur l'eau et qui modifiaient ses propriétés cristallines. Lui les avait visualisées par des cristallisations par congélation. Et là, c'est une autre façon de montrer ce qui peut se passer en fonction de ce que l'on va faire. Alors en fait, le travail qui a été fait par Madame Muncan, c'est de montrer que quand on fait ça, on peut avoir finalement trois types de traitements d'eau et de structuration différentes. En haut à gauche, vous avez par exemple, on affecte le mi de la 5e octave, donc qui est à une fréquence assez élevée. Vous voyez que le profil de déviation de l'eau va plutôt vers ce qu'on appelle l'eau chaude, donc une eau beaucoup plus libre. C'est une eau monobère qui est très mobile. C'est une eau qui n'est pas liée. Elle est adaptée à l'hydratation, on va dire des humains, mais a fortiori pour les animaux, pour le traitement du diabète, du coup de chaleur, la transmission d'effort, la fièvre. Tout en bas, dans le diagramme vert, on applique le vortex plus le Ré4 à une fréquence de 587 Hz. Là, on va avoir une eau beaucoup plus dense, à 4 liaisons hydrogène. Elle va plutôt dans le diagramme ce qu'on appelle de l'eau froide, même si ce n'est pas une question de température, je répète. Là, vous allez avoir une hydratation cellulaire améliorée, favoriser la cohésion de l'eau au sein des liquides biologiques, améliorer l'hydratation intracellulaire et le transport des nutriments des hormones en intracellulaire, favoriser l'élimination des déchets, les déchets rénaux d'une façon générale. Elle favorise la communication intercellulaire. Et puis alors, on peut avoir une eau intermédiaire, c'est l'eau qui va recevoir un vortex associé au La 440 Hz. Vous voyez que le profil de l'eau est plutôt mixte. C'est une eau à protons hydratés, donc on a beaucoup plus de protons disponibles, donc qui permet de gérer aussi des charges acides lors de l'effort musculaire pour la production d'énergie, la protection cellulaire, et elle a une protection très antioxydante. Alors, voilà, ça, ce sont les recherches fondamentales d'aujourd'hui pour lesquelles on va avoir très rapidement, on va dire, des applications en élevage. Alors, avant d'aller plus loin sur ce qu'on connaît de façon plus ancienne, est-ce que vous avez quelques questions sur ces quelques diapos de conclusion? Je ne vois pas de main se lever. On n'a pas de questions pour l'instant dans le chat. Alors, pourquoi je me suis permis de faire ça? C'est parce qu'on va voir dans la suite que beaucoup de choses se sont écrites, se sont dites sur la modification de la structure de l'eau, le travail de la structure physico-chimique de l'eau. Alors, autant les caractères physico-chimiques, on va voir qu'ils sont extrêmement faciles à mesurer,
et puis qu'il y a certainement des critères qui sont à privilégier plutôt que d'autres. Sur la dynamisation de l'eau, beaucoup de choses se disent, mais jusque-là, personne ne mesurait rien du tout. C'est-à-dire que quand vous allez dans une ferme qui a installé un dynamiseur X, Y ou Z, l'éleveur est obligé de croire la bonne parole de son installateur, mais jusque-là, nous n'avions aucun appareil de mesure, on va dire accessible, nous permettant de mesurer ça en ferme et de vérifier l'efficience de ce qui se faisait ou de ce qui s'installait dans les fermes. Donc l'idée de ces quelques diapos de conclusion, c'est bien de vous dire que dans un avenir extrêmement proche, à l'horizon de quelques mois, on aura des appareils, alors, je veux dire, peu coûteux. C'est-à-dire que si un appareil de paillasse coûte 1 million d'euros, on va être sur des appareils qui vont coûter autour de 3 000 à 4 000 euros, mais qui vont nous permettre, d'un côté, de bien mesurer ce qui est fait dans la ferme, ou sur les animaux, les humains, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est si on couple ça avec un dynamisateur structurateur mix, de pouvoir faire des eaux différentes en fonction de ce qu'on a à faire dans la ferme. Est-ce que c'est pour améliorer la digestion et la production et l'hydratation, ou inversement, est-ce que c'est une eau dont on a besoin pour améliorer les messages cellulaires, améliorer la thérapeutique d'un animal malade? Vous voyez que les potentialités à très court terme sont très intéressantes. Alors, vous avez probablement déjà vu ça, du moins une partie avec Edwige. Je rappelle que nourrir, alimenter des animaux, c'est satisfaire des besoins. L'eau est certainement l'élément le plus important à contrôler. Alors, sur le plan de son potentiel hydrogène, de sa dureté, de son potentiel d'oxydoréduction. Donc, jusque-là, on a des appareils qu'on va voir ensemble, essentiellement de bioélectronique, qui nous permettent de quantifier ces propriétés physico-chimiques de l'eau, mais on n'avait pas les appareils pour mesurer la structuration d'eau comme je viens de le présenter. Je vous rappelle qu'il est strictement impossible d'envisager une hydratation solide sur des animaux si vous n'apportez pas les quantités de sel requis, de chlorure de sodium, et je devrais rajouter là le potassium, mais lui, il est plutôt lié à l'alimentation solide, et donc de satisfaire les besoins des animaux en sel, du premier jour de leur vie jusqu'au dernier, puisque l'hydratation n'est pas pensable sans ça. Et forcément, le couple eau-sel va apporter des propriétés physico-chimiques dans l'animal bien particulières. Et le troisième composant, c'est apporter une fibre de qualité dans sa digestibilité et ses valeurs alimentaires. Donc, je vous ai remis quelques critères ici en dessous de ce qu'on voudrait pour les animaux. On va le revoir en détail. Ce que l'on cherche à avoir, c'est un pH d'eau, donc un potentiel hydrogène. Je rappelle toujours en formation que la puissance de l'eau, elle est liée à la puissance de son potentiel hydrogène. Vous aurez toujours beaucoup plus de force électromotrice, on va dire, dans une eau à pH plutôt acide que dans une eau très basique. Donc, en général, les pH d'eau que l'on recherche pour les animaux vont de 6 à 7 et de façon plus étroite de 6 à 6,5. On verra après, donc les diapos d'après, qu'on contrôle le potentiel d'oxydoréduction, parce que l'oxydation de l'eau modifie ses propriétés. Donc, on cherche des RH2 entre 20 et 28, des redox de 150 à 200. Ça permet de garder une eau propre, d'une part, mais d'autre côté, de ne pas faire le lit aux pathogènes, et puis, dans une troisième partie, d'améliorer tous les fonctionnements cellulaires internes à l'animal. Et donc, une autre propriété que l'on mesure au quotidien, c'est la conductivité, qui est liée à la salinité de l'eau. Et donc, on cherche des conductivités les plus faibles possibles, autour de 200 microsiemens, maximum toléré est à 480. Et cette conductivité, elle nous permet aussi de moduler la capacité d'hydratation au sein des animaux. Alors, juste un petit schéma pour se rendre compte que quand on réfléchit à l'eau et à la structure de l'eau, il faut être clair qu'en tant que conseiller ou vétérinaire, c'est d'avoir à l'esprit qu'il y a une analogie extrêmement importante entre ce qui se passe dans les prairies et les champs des agriculteurs, entre le sol, dans le couple sol-plante, dans lequel se fait le cycle de l'eau, et grâce à ce cycle de l'eau, à cette photolyse et cette photosynthèse, donc se construit la biomasse, et donc le végétal lui-même accumule une eau, et certainement l'eau la plus parfaite que l'on peut ingérer, on va dire, quand on est animal ou quand on est humain,
c'est l'eau qui se trouve à l'intérieur de la plante. Et on a de l'autre côté le système digestif de l'animal, ou de l'humain, c'est bien là-dedans que vont se faire toutes les réactions de solvation, de digestion et d'assimilation. Donc ça, la quantité d'eau, mais surtout la structure de l'eau, permet d'améliorer considérablement cette action de digestion, solvation et transfert des nutriments. Et donc, quand on réfléchit au cycle de l'eau dans une ferme, eh ben, c'est indissociable d'avoir la vision de ce qui se passe dans le couple sol-plante et dans le couple plante-animal. Sachant que l'essentiel de l'eau va être excrété dans la mamelle, va être stocké dans la masse musculaire. On peut en stocker une partie dans la graisse, alors très peu dans la masse osseuse, bien entendu. Donc ça c'est principalement ce que l'on cherche à faire quand on est agriculteur, parce qu'on cherche à vendre du lait ou fabriquer du fromage avec, ou parce qu'on est éleveur et qu'on veut vendre de la viande avec plus ou moins de persillé et de gras. Et on a peut-être toujours tendance à oublier que ce que vend l'agriculteur, c'est pratiquement 80-85% de l'eau liée dans le lait ou de l'eau liée dans la partie musculaire et graisseuse. Et puis bien entendu, l'agriculteur restitue une quantité non négligeable de cette eau, donc liée aux matières fécales ou liée aux urines, mais qui va retourner dans la sphère du couple sol-plante pour construire la biomasse à récolter pour le cycle suivant. Là, c'est juste pour illustrer que dans le cycle de l'eau d'une ferme, ce cycle de l'eau est indissociable des macroéléments, donc le calcium, le phosphore, le magnésium, surtout le sodium, potassium et chlore, qui sont des macroéléments qui assurent le cycle de l'eau dans les plantes, dans les sols et dans les animaux des humains, et puis le silicium dans une moindre mesure. Voilà. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions ici ? Alors, il y avait une question d'Annabelle sur le chat sur que veut dire le rho. C'était dans notre diapo, rho de l'eau. Alors, je vais y venir dans les diapos d'après. C'est un critère qui a été défini par des spécialistes de l'eau en France dans les années 50, 60. C'est la résistivité. Donc, en fait, quand on a des ions dissous dans l'eau, alors principalement le sel, le potassium et le chlore, dans une moindre mesure le calcium, le phosphore, le magnésium, donc la dissolution de ces macroéléments dans l'eau définit une conductivité de l'eau, au sens d'une conductivité électrique. Bon, c'est peut-être pas intuitif pour tout le monde, mais si vous avez une eau qui est très conductive, c'est-à-dire qui est très chargée en minéraux, en particulier, par exemple, de l'eau de mer, très chargée en chlorure de sodium, elle est très conductrice au sens de la conduction des électrons et au sens de la conduction du courant électrique. Inversement, une eau de pluie, qui est une eau obtenue par évaporation, qui est une eau quasiment distillée, j'ai envie de dire, dans les nuages, elle ne contient quasiment aucun minéraux, puisqu'ils sont restés au sol lors de l'évaporation. Elle a une conductivité extrêmement faible, puisque sa teneur en minéraux est extrêmement faible. Alors, la résistivité, en fait, mathématiquement, c'est l'inverse de la conductivité. C'est-à-dire une eau minérale, enfin une eau aminérale, une eau de pluie, une eau distillée, elle aura une résistivité extrêmement élevée, donc ça veut dire qu'elle résiste de façon importante à la conductivité du courant des électrons. Et inversement, si vous avez une eau qui a une résistivité qui est très basse, qui correspond à une conductivité élevée, c'est que la charge minérale de l'eau est importante. Voilà. Est-ce que c'est clair comme ça ou pas? C'est très clair, mais en tout cas, pas de remarques. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à redemander des précisions au fur et à mesure aussi. Alors l'eau, c'est l'élément le plus répandu sur Terre et dans nos organismes et organismes animaux. Et la biologie, finalement, c'est la science de l'eau. Vous avez quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le sujet, c'est Francis ou François Blesse. Très compliqué aujourd'hui de trouver ces ouvrages, ce qui est bien dommage. Alors, peut-être qu'il y a eu un tournant dans ma vie. L'eau a toujours été présente, on va dire, dans mon esprit en tant qu'élément indispensable, on va dire, à la vie, à la digestion, aux performances des animaux. En tant que vétérinaire, forcément, j'ai été très sensibilisé au syndrome de déshydratation aiguë lors de pathologies sévères.
Et donc, c'est vrai que pour les vétérinaires, c'est souvent clair dans leur esprit que le premier geste qui va permettre de sauver un animal ou un humain, c'est de conduire une réhydratation efficace, précoce, permettre de relancer les systèmes biologiques. Concernant la structure de l'eau, ma première rencontre, on va dire, c'était un agriculteur en Suisse en 2014, à côté de Winterthur, de Zurich, et qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la structuration de l'eau, quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et c'est cet agriculteur qui m'a suggéré en 2014, en mai 2014, de lire 2 livres. Le génie de Victor Schauberger, donc je vous encourage fortement à acheter ce livre qui doit coûter une quinzaine d'euros d'occasion, et puis un deuxième livre qui était sur Jacques Benveniste. Alors, ma vérité sur la mémoire de l'eau, Victor Schauberger, c'est un hydraulicien qui a œuvré en Autriche et en Allemagne, entre les années 20 et les années postérieurement à la Deuxième Guerre mondiale. Quelqu'un qui a énormément observé l'eau dans la nature et qui a essayé de comprendre beaucoup de propriétés de l'eau et qui a créé des premières machines, on va dire les premiers vortexeurs pour structurer l'eau, et avait observé les effets sur les humains et sur les plantes de cette eau structurée par vortex. Il est mort peu après la Deuxième Guerre mondiale. Et Jacques Benveniste, c'est un Français, c'est un médecin qui travaille à l'INSERM de mémoire, et donc qui a travaillé sur la mémoire de l'eau, qui lui a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, voilà, parce que c'est un sujet qui est extrêmement sensible, et c'est lui qui avait démontré les propriétés vibratoires et les propriétés de mémoire de l'eau, et qui avait démontré finalement l'efficacité de l'homéopathie. Et la deuxième chose que m'a fait lire cet agriculteur, et que je vous encourage à lire, c'est lui qui m'a fait découvrir aussi la bioélectronique de Vincent, et qui m'a conseillé de lire le premier livre de Pierre Brécy, hein. On les trouve encore d'occasion, hein. Et puis la deuxième chose, c'est un Russe qui était venu s'établir en France dans les années 20, qui est Lakovski, donc qui imprimait certaines fréquences d'ondes aux humains et aux plantes, et qui lui permettait de guérir certaines formes de cancer et un bon nombre de pathologies. Évidemment, ces personnes-là ont été fortement décriées par les médecins à leur époque, mais leurs travaux restent, et quelque part, les travaux qui ont été repris plus récemment montrent que ces gens-là avaient raison, et qu'effectivement, quand on applique certaines gammes d'ondes sur des humains ou sur des animaux, alors on peut avoir des ondes ou des champs électriques électromagnétiques qui sont extrêmement délétères et qui peuvent perturber très violemment le fonctionnement des animaux, voire les amener à une dégénérescence et une mortalité. Mais inversement, on a certaines fréquences et certaines ondes ont des capacités d'amélioration des fonctions biologiques, voire de guérir des animaux malades. Alors évidemment, quand on applique ces champs électriques électromagnétiques à un corps humain ou à des animaux, il se passe à peu près la même chose que quand on l'applique à l'eau. Vous modifiez la structure de l'eau dans l'organisme des humains ou des animaux. Voilà, et il y a un champ d'investigation et de travail là-dessus qui est absolument colossal. Alors, la bioélectronique de Vincent, donc il y a un hydraulicien et un chimiste qui est Louis-Claude Vincent, qui est le fondateur de la bioélectronique de Vincent, et donc c'est lui qui a dicté tout un ensemble de lois à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut juste se souvenir qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle avait demandé à Louis-Claude Vincent, qui était un haut fonctionnaire de l'État, ingénieur chimiste de Paris, d'amener de l'eau potable à peu près à l'ensemble des concitoyens français sur le territoire et dans les colonies des TOM et des TOM-TOM. Deuxième chose qu'il lui avait demandé, c'est de gérer l'aspect sanitaire, les effluents ressortants de nos maisons, et de gérer les égouts, et de gérer le retraitement de l'eau. Et on oublie trop souvent que ce travail fondateur qui a été fait sur l'eau à la sortie de la guerre, le fait de pouvoir accéder à de l'eau propre en quantité importante et de gérer les effluents, finalement, c'est certainement ce qui a amené la meilleure progression en termes de santé et de longévité chez les humains, bien plus que quelque part les antibiotiques, les anti-inflammatoires et les vaccins qui sont arrivés en même temps. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas utiles, je dis que d'accéder à de l'eau propre et de gérer les effluents d'élevage a été
un des facteurs les plus importants d'amélioration de la santé des humains et des animaux. Une deuxième personne que je vous encourage à lire, donc, est Sven Sgorji, qui est prix Nobel de médecine. C'est certainement un des premiers à avoir travaillé sur la bioélectronique, les fonctionnements cellulaires, les régulations, les défenses immunitaires, sur la résistance au cancer. C'est très compliqué de trouver ces livres aujourd'hui, mais on arrive en cherchant à avoir le nécessaire de la connaissance. Et donc lui avait bien compris que travailler les caractéristiques physiques, physico-chimiques et bioélectroniques de l'eau était vraiment un facteur extrêmement important d'amélioration de la santé. Alors moi, c'est vrai que ces gens-là ont essentiellement travaillé sur les humains, un petit peu sur les plantes, rien n'avait été fait sur les animaux. Donc à partir de 2014, on s'est mis à peu près un collectif de dizaines de personnes à essayer de voir comment on pouvait retranscrire ces travaux sur les ovins, caprins et bovins. Et je peux vous assurer que grâce à ces personnes-là, nous avons fait d'énormes progrès dans les fermes. Alors si vous posez la question à un maire d'une commune en France, pour lui, c'est quoi l'eau qu'il doit délivrer à ses administrés, donc les humains et les animaux, si ce sont des fermes qui sont connectées sur un réseau public, un maire va vous répondre que l'eau doit être propre, elle doit être abondante et puis disponible tout au long de l'année puisqu'on la paye. Il doit assurer le volume de ressources. Il va vous répondre qu'il fait des analyses d'eau régulières dans l'année, qui doivent permettre d'informer les administrés des propriétés physico-chimiques, donc le pH, la conductivité ou la résistivité, mais ce n'est pas celle-là qui est utilisée sur les analyses, les composants minéraux en calcium, magnésium, éventuellement que cette eau soit indemne de particules en suspension, donc pas de turbidité, elle doit être inodore, incolore et insipide. Les caractères minéraux de l'eau, elles sont liées à la structure de l'eau et l'origine de l'eau géologique de la commune où vous vous trouvez, mais les communes ne travaillent pas à ces propriétés-là. Tout au plus, ils modifient le pH et ensuite ils appliquent un système de traitement d'eau par oxydation pour assurer sa propreté. Et puis en général, ça s'arrête là. Si vous posez la question à un bourgmestre en Suisse ou en Autriche, culturellement, comme ils ont été fortement influencés par Victor Schauberger et ses travaux, ils auront souvent plutôt tendance à vous répondre, elle doit avoir effectivement des propriétés physico-chimiques, mais souvent ils vont dire, elle doit avoir des propriétés électromagnétiques. Et puis pour certains qui sont initiés quelque part à l'homéopathie, juste un chiffre, hein, pour moi qui ai beaucoup travaillé en Suisse, en France on a 4% d'élevage bio, en Suisse on est presque à 30%. Donc le Suisse, il a conscience pour une bonne partie que l'eau doit avoir des propriétés vibratoires. Donc, ce ne sont pas tout à fait les mêmes considérations et on va pouvoir en parler en quelques diapos. Alors, l'eau de référence que j'aimerais donner à un humain ou que je voudrais donner à des animaux, c'est celle-ci. Vous avez vu, c'est de l'eau qui est en mouvement. Donc, rien que la force de chute de l'eau lui confère des propriétés électromagnétiques complètement différentes par rapport à de l'eau stagnante. On a une eau qui est originellement sur des roches qui sont plutôt, là c'est des schistes ou des granites, donc c'est plutôt une eau qui est plutôt acide, avec une charge en protons extrêmement importante. C'est une eau qui subit quelque part l'influence de la lumière et différentes gammes de couleurs, puisque là on est dans le sous-bois. Et puis cette eau, du fait qu'elle est protégée par les arbres, eh ben, c'est une eau qui est souvent beaucoup plus froide, beaucoup plus fraîche et certainement beaucoup plus cohésive. Alors évidemment, c'est sûr que si l'animal est dans la nature, cette eau-là, s'il y a accès, ben c'est très bien pour lui. L'expérience montre que quand on mesure des animaux qui boivent cette typologie d'eau, en général, on a une excellente hydratation des animaux avec une fonctionnalité biologique qui est plutôt correcte. Évidemment, quand on se retrouve dans la ferme, donc dans des systèmes de distribution complètement différents, on n'a plus du tout la même chose. Hein. Je prends le cas de ce bac de prairie, on a de l'eau qui est stagnante, elle n'est plus en mouvement. Cette eau-là, le bac n'est pas forcément très propre. Ce n'est pas pour ça qu'il y a des bactéries, mais une certaine turbidité. Il est évident que cette eau-là, si vous mesurez les animaux qui vont la boire, même s'ils boivent la quantité,
vous n'aurez pas les mêmes propriétés biologiques de cette eau-là par rapport à la première. Alors, le mérite peut-être de nos bioélectroniciens des années 50 a été de dire, est-ce qu'on peut avoir des outils de mesure, des appareils de mesure, qui nous permettent de quantifier les propriétés de l'eau. Alors, c'est ce qu'a fait Louis-Claude Vincent et ses partenaires. Ils ont défini que pour premier critère de mesure qu'ils ont utilisé pour caractériser toutes les eaux de France et des colonies à l'époque, c'était de dire qu'il fallait caractériser l'eau sur un premier critère qui était le pH, c'est-à-dire le potentiel d'hydrogène. Donc c'est l'axe des abscisses en bas. Donc par référence, ça va de 0 à 14, la neutralité est à 7. Et d'avoir démontré que ce soit pour des humains, ou que ce soit pour des lactofermentations, que ce soit pour des préparations, que ce soit pour des plantes, que ce soit probablement pour des animaux, la meilleure eau sur ce critère-là, c'est certainement l'eau légèrement acide, entre 6 et 6,5. Le deuxième critère sur lequel ils ont travaillé pour quantifier l'eau, c'était son potentiel d'oxydoréduction. Donc ça, c'est sa charge en électrons, donc elle se mesure en millivolts. Le RH2, c'est une équation qui tient compte du pH et des millivolts, et donc qui nous permet d'avoir ce critère de cette eau plus ou moins oxydée, plus ou moins réduite. La neutralité se situe autour de 28, et les eaux parfaites, qui sont les plus efficaces, on va dire aussi bien pour les plantes que pour les humains et les animaux, se situent dans une plage allant de 24 à 28 de RH2. Alors, grosso modo, à pH 6, 6,5, on se situe autour de 100 à 200 millivolts. Et ils se sont rendus compte que sur des eaux à pH très élevé et des eaux extrêmement réduites, donc avec une charge en électrons très très forte, et bien en fait on retrouve les eaux stagnantes, les eaux polluées par des bactéries, et qu'elles sont source finalement de maladies microbiennes, donc chez l'humain de dysenterie, de gastroentérite, chez les animaux d'entérite néonatale, voire de mammite, si ça se place dans les mamelles. Et donc la première chose qui était à faire finalement pour rendre les eaux potables, c'était d'un côté d'acidifier ces eaux, pour les ramener dans le cadran en bas à gauche, et quelque part de légèrement oxyder ces eaux pour détruire les bactéries. Il s'était rendu compte également que dans le cadran 3, c'est-à-dire des eaux qui étaient basiques et qui étaient suroxydées, en fait, c'est ce qui se passe actuellement dans tous les châteaux d'eau que vous avez dans les villages ou dans les villes, c'est-à-dire une phase d'oxygénation, une phase de filtration, puis une phase d'oxygénation, puis ensuite on applique un tampon pour remonter le pH à 7, 7,2, 7,4, 7,8, et ensuite on applique un traitement au chlore, qui est un suroxydant, et que ces eaux basiques et oxydées, en fait, elles sont absolument dramatiques, aussi bien pour les humains que pour les animaux. Donc vous voyez que déjà là, on se rend compte qu'on peut travailler certains critères de l'eau, des critères physico-chimiques. On peut plus ou moins l'acidifier, plus ou moins l'alcaliniser, on peut plus ou moins l'oxyder ou la réduire. Et ensuite, on peut, si on le veut, il y a le troisième critère qui n'apparaît pas sur ce graphique, c'est de travailler sa charge minérale au sens de sa conductivité ou de sa résistivité. Et ça suppose qu'on passe l'eau ou par des adoucisseurs ou par des osmoseurs pour enlever cette charge minérale. Et en fonction de ce que l'on fait, eh bien, on se retrouve avec des caractéristiques d'eau complètement différentes. Il y a des propriétés plus ou moins pathogènes ou pas. Donc, on retiendra à ce stade que quand on est dans une ferme, ce qu'on va toujours rechercher, c'est des eaux plutôt légèrement acides et légèrement oxydées, et les plus douces possibles, c'est-à-dire avoir la conductivité la plus faible ou la résistivité la plus haute. Alors, pour la petite histoire, si je reviens en arrière, vous voyez cette eau-là, eh ben, si je la mesurais, probablement elle serait sur du pH 5, 5, 5, avec une résistivité probablement à 10 000, donc une conductivité extrêmement faible, et probablement son potentiel d'oxydoréduction, son RH2, serait autour de 24, 25. Ce serait quasiment une eau parfaite. Voilà, il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries dedans. Alors, le mérite qu'on peut attribuer à ces gens-là et qu'on applique aujourd'hui en ferme, parce que pour moi c'est vraiment un allié important pour améliorer d'un côté la productivité, la digestion, les caractères zootechniques, la reproduction, limiter les pathogènes, c'est d'avoir fait la corrélation
entre la nature de l'eau que l'on boit, sur ces critères-là, hein, de pH, des redox, de conductivité, et une deuxième chose, c'est l'émergence ou la non-émergence de pathogènes chez les humains. Et on peut quasiment aujourd'hui refaire le même diagramme pour les animaux en fonction de la qualité d'eau que l'on a, de sa structure de l'eau, et en fonction de ce qui va se passer dans l'animal. Vous mettez l'animal ou dans une zone de sécurité, au sens il fonctionne bien sur le plan biologique, biochimique et sur le plan de ses performances zootechniques, avec aucune pression infectieuse. Et inversement, on peut avoir des animaux qui vont subir une pression infectieuse extrêmement importante, avec une émergence plus ou moins importante de ces pathologies. Alors, dans le cadran en bas à droite, avec des eaux plutôt basiques, plutôt très réduites, si en plus on a des problèmes de propreté d'eau et puis des problèmes de propreté des fourrages, c'est là qu'on va voir l'émergence essentiellement de toutes les maladies colibacillaires, des clostridium, des entérotoxémies, tétanos, botulisme, typhoïde, variole, choléra. Et si on est dans le cadran en haut à droite, c'est-à-dire des eaux qui sont extrêmement basiques, extrêmement oxydées, avec des animaux mangeant une nourriture plutôt très oxydée elle-même, c'est là qu'on a le plus grand risque d'avoir des maladies dégénératives, des thromboses, des AVC. Et puis le dernier cadran qui est en haut à gauche, des eaux alors qui sont légèrement acides avec des organismes acidifiés et puis une nourriture qui conduit l'animal ou l'humain à l'acidification, l'oxydation, l'émergence de tuberculose, de polio, de diabète ou de coqueluche. Et finalement, le grand mérite de ces bioélectroniciens a été de montrer qu'en modifiant les caractéristiques de l'eau, ça a été certainement l'effet le plus sensible, quelque part, dans la réduction des maladies bactériennes et virales. Le corollaire, c'est qu'avec ce qui a été mis en place et qui est encore en place dans un certain nombre de fermes, les eaux qui viennent des réseaux communaux, qui sont basiques et très oxydées, et très souvent extrêmement conductrices, pour moi, sont extrêmement délétères sur le plan de la santé humaine et sur le plan de la santé animale. Ce n'est pas celle que je recherche. Voilà, donc sorti de ces formations bioélectroniques et toutes ces lectures en 2014, j'ai décidé de changer un peu ma façon de travailler en ferme et de travailler sur les 5 piliers de la santé en médecine chinoise et ayurvédique, à savoir 1, l'hydratation, c'est le sujet du jour, 2, la nutrition au sens protéocalorique, 3, de garder son intégrité physique au cours du temps. C'est une notion qui est macrominérale et acido-basique. Et ça, c'est fortement lié à l'hydratation, puisqu'on ne peut pas raisonner l'eau sans raisonner les macroéléments. Et puis des notions de protection environnementale au sens de la qualité de l'air. Et le 5e pilier, qui est le bien-être, le mieux-être, qui est une notion qui est plutôt hormonale et qu'on peut aussi rapprocher des perturbations électriques et électromagnétiques qui vont modifier, bien sûr, le fonctionnement digestif, mais aussi les propriétés de l'eau et les propriétés de l'eau dans l'organisme. Alors, après, peut-être l'innovation que nous, on a apportée sur les animaux, puis peut-être que certains d'entre vous viendront en formation sur ce sujet-là sur une semaine. Il y en a d'autres qui sont dans le webinaire, qui sont déjà venus se former là-dessus et qui l'appliquent sur le terrain. C'est animaux, voilà. Voilà. C'est effectivement d'avoir une capacité, excusez-moi, une capacité de quantifier l'eau, la quantité de l'eau, la structure de l'eau, de voir ce qui se passe, quelle est la nature et la structure de l'eau et des nutriments dans ce que mangent les animaux, puis ensuite de suivre tout ce qui va se passer dans la sphère digestive, au niveau du sang, au niveau pulmonaire, au niveau rénal, et donc de vérifier les excrétions, l'eau, les matières fécales, le lait et éventuellement la viande si on a accès aux muscles. Voilà. Je vais vous encourager, pour aller un peu plus loin, de lire ou d'écouter des webinaires de notre cher Marc-Henri, avec lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Voilà. Heureusement qu'il reste ses livres et qu'il reste toutes ces YouTube. Il nous a apporté énormément de choses. Même lui, l'essentiel de son travail était quand même très porté sur l'homme et la santé humaine. Mais bon, tout ce qu'il a écrit et tout ce qu'il a dit se transcrivent très facilement au quotidien, on va dire, dans notre métier d'accompagnant des agriculteurs. Avant lui, Benvedis Montagnier et puis Einstein donc, avaient
mis en place la notion de médecine quantique, l'énergie, l'entropie, la physique et la physique de l'eau. Simplement pour montrer que si on travaille, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en aquaphonique, donc l'eau, on peut changer les signaux électromagnétiques de l'eau, améliorer son potentiel donc, de fonctionnement biologique, mais inversement, si on implique à l'eau des signaux électriques électromagnétiques délétères, on peut détériorer très violemment les fonctions reproductives ou les fonctions de base des animaux, voire détériorer leur santé. Alors, j'ai rencontré aussi en 2018 quelqu'un que je vous encourage à écouter et à lire, qui est Gérald Pollack, donc qui est à Seattle, aux États-Unis, donc qui est le corollaire ou le pendant de Marc-Henri, Feu Marc-Henri. Donc, il y a des choses disponibles, aussi bien en termes de vidéos qu'en termes de livres. La personne qui l'a formé avant lui et qui je vous recommande de lire, qui est Gilles Berlink. Alors, Gilles Berlink et Pollack, c'est des gens qui ont travaillé sur la structure de l'eau et qui sont des physiologistes humains qui ont essentiellement travaillé sur les potentialités de l'eau en termes d'amélioration de la santé ou des performances sportives donc des humains. Alors, quand on parle de structure de l'eau, ce qui nous importe, c'est aussi de comprendre ce qui se passe dans l'organisme. Le travail principal de Gilles Berlink a été de comprendre quelle forme de structure d'eau, comment l'eau se structure dans l'organisme, et en particulier comment elle se structure dans les cellules musculaires, et de savoir, en fonction du traitement qu'on inflige à l'eau, et comment vont s'améliorer les performances de santé et les performances zootechniques des humains. Alors nous appliquons ces concepts chez les animaux, et on verra ça un tout petit peu plus loin. Alors, ce que je vais vous encourager à regarder aussi, c'est les travaux de Gérald de Pollack, de lire son livre sur le quatrième état de l'eau, le quatrième état de l'eau. Alors, je suppose que dans votre parcours scolaire, comme moi, vous avez appris que l'eau était sous 3 états sur Terre. Elle est sous forme de vapeur. Alors, si je reviens sur le schéma de donc l'aquaphotonique, c'est plutôt le côté droit. Quand on parle d'eau chaude, vous impliquez la chaleur à l'eau, vous la chauffez, vous la mettez à l'ébullition. En fait, l'eau va perdre sa cohésion, les molécules d'eau vont devenir beaucoup plus libres et elles vont passer en vapeur. Inversement, c'était le graphique de gauche, même s'il faut faire attention à la terminologie eau froide et eau chaude. Vous vous souvenez qu'on peut avoir de l'eau sous forme de glace, sous forme de cristaux. En fait, quand l'eau elle est refroidie, vous allez avoir une eau beaucoup plus cohésive, beaucoup plus dense. Et c'est un paradoxe, elle a beau être très dense, elle flotte. Et donc, cette eau-là, c'est la glace. Et puis ensuite, vous avez le troisième état de l'eau, qui est l'eau liquide, finalement, qui est entre la vapeur et la glace. Et c'est un couple pression et température qui l'a fait passer ou à la vapeur ou à la glace. La particularité de Gérald Pollack a été de montrer que dans les systèmes cellulaires, alors humains, mais je suis absolument sûr aujourd'hui que c'est la même chose chez les animaux, la même chose chez les végétaux, l'eau peut être sous une quatrième structure, qui est une eau qui est colloïdale, il appelle ça eau exclusion zone, c'est une eau qui est à l'interface des membranes cellulaires, et quand elle est dans cet état-là, elle est colloïdale, et elle a des propriétés électromagnétiques extrêmement particulières. Alors, c'est représenter ça comme ça. Vous avez ici la vision d'une cellule, alors animale ou végétale ou humaine, qui montre que sur la gauche, vous avez la pseudomembrane ou la membrane cellulaire. Au contact de ça, vous avez la sève si c'est une plante, c'est du sang si c'est un humain ou un animal. Et l'eau et les ions doivent franchir cette membrane pour rentrer dans la cellule, avec les nutriments, les hormones, éventuellement les médicaments. À l'intérieur de la cellule, l'eau est probablement plus liquide, probablement un peu plus désorganisée, vous pourrez l'appeler un peu plus chaude. Inversement, sur la membrane, l'eau est colloïdale, l'eau est gélatineuse, elle est organisée, elle est sous la forme non pas H2O mais H3O2, et si vous regardez, elle a cette forme-là en nid d'abeille, mais si vous reprenez ma première diapo sur l'aquaphonique, vous verrez que cette eau-là en nid d'abeille, c'est celle que vous retrouvez sur la gauche, celle qu'on appelle l'eau froide,
Et en fonction de la fréquence qu'on va impliquer à l'eau, en particulier, on va obtenir cette eau-là, et cette eau-là, elle a des propriétés biologiques extrêmement importantes. Alors, ce que vous retrouverez dans ce livre, ou quand vous écouterez Pollack, si je vous résume son livre, si vous n'avez pas envie de le lire, c'est que l'eau est en 4 états. Dans l'organisme, si on veut avoir des performances d'hydratation extrêmement importantes, que ce soit des humains, des plantes ou des animaux, et bien en fait, il faut avoir cette zone d'exclusion zone, cette eau colloïdale au contact des membranes cellulaires, donc cette eau organisée sous forme donc, de nid d'abeille, H3O2. Que la deuxième chose, c'est que l'eau, elle a une propriété, c'est qu'elle stocke l'énergie. Il a démontré que, en fonction de cette quantité d'eau sous ce quatrième état, eh ben, la motricité électrique de l'eau et la motricité électrique des cellules n'est absolument pas du tout la même. Le troisième principe qu'il a démontré, c'est que l'eau tire son énergie de la lumière, d'où l'intérêt, quelque part, d'infliger certaines fréquences lumineuses à l'eau, et ce qui explique aussi qu'on peut utiliser ces fréquences lumineuses avec des LED ou des appareils NIR pour mesurer les propriétés de l'eau ou la structuration de l'eau. Voilà. Et son quatrième principe, c'est que l'eau a quelque chose d'assez particulier, qui est un peu différent d'autres propriétés, par exemple des aimants, c'est que les entités de charge identiques peuvent s'attirer. Je vais vous encourager, pour aller un peu plus loin, à lire ou à écouter ce qu'ont écrit Marc-Henri et Laurent Schwartz, qui est un cancérologue français avec lequel nous travaillons également, sur des propriétés de l'eau et d'équations de la vie, à savoir que on a des aliments que l'on digère dans notre tube digestif avec une eau qu'on peut structurer d'une façon X, Y ou Z, et qui fait que la valorisation des nutriments et l'hydratation ne sera pas du tout la même. Avec ça, les animaux construisent de la biomasse, au sens de fabriquer des muscles ou de fabriquer du lait ou un fœtus. Nous-mêmes, on génère de la biomasse. Les végétaux fabriquent de la biomasse et on produit de la chaleur et on produit des déchets. Dans ces déchets, il y a de l'eau. Et là, cette eau, c'est une eau qui est relativement liée. Et le déchet de notre espèce ou des animaux, cette eau-là, est un aliment, étant un moteur de fonctionnement pour un autre. Et en particulier, l'eau est à la fois un aliment pour nous ou les animaux ou pour les plantes et un déchet au sens de recyclage des nutriments. Je vous encourage à lire les articles qu'ils ont faits sur le sujet et à écouter les vidéos qu'ils ont fait sur le sujet. Quelques livres pour vous, pour aller un petit peu plus loin. Voilà. Pour ceux que ça intéresserait, nous organisons des formations en bioélectronique de Vincent sur l'eau, les sols, les plantes, les animaux et les humains 2 fois par an, ici au Creusot, une fois à l'automne et une fois au printemps. La prochaine aura lieu du 4 au 7 mai, s'il y en a qui veulent venir aller un peu plus loin sur ce sujet. Des questions? Alors, je vois pas de main levée, j'ai pas de questions dans le chat. Je te donne l'heure aussi quand même, Pierre-Emmanuel. Oui, Il est oui, c'est bon, je la vois, midi. il est midi. Donc voilà. Tu peux passer à la suite, je pense. Alors, les systèmes de distribution, moi je suis toujours interloqué. Je suis quelqu'un qui, depuis longtemps, voyage énormément en France et partout en Europe. Là, je vous montre une photo que j'avais prise dans le Gard il y a quelques années, sur un système ancestral qui a été construit par les Romains et qui est encore aujourd'hui en activité, qui était un système de collection d'eau, c'est juste en dessous du plateau du Kellar. Et donc, il collectait les sources et ensuite il les répartissait avec ce répartiteur de chaque côté de la vallée. Et vous aviez des canaux en pierre qui distribuaient cette eau tout au long de la vallée pour tous les petits villages où vous aviez des activités d'élevage. Et ce système, il a plusieurs centaines d'années et il est toujours fonctionnel. Et ce qui est assez remarquable, c'est que quand vous mesurez la qualité d'hydratation des animaux avec cette eau-là par rapport à de l'eau de réseau, ça n'a strictement rien à voir. C'est là qu'on se rend compte que la structure de l'eau est complètement différente et que le résultat sur les animaux sont complètement différents au-delà du volume d'eau qui est consommé par les animaux. Alors, la difficulté en ferme, c'est de savoir comment on peut reproduire
cette structuration d'eau, comment on peut reproduire cette qualité d'eau pour les animaux par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de boire au quotidien. Voilà. Ça, c'était dans mes villages lorrains quand j'étais vétérinaire, pareil. Ça a été construit il y a des centaines d'années. Les animaux avaient accès à ça, c'est-à-dire des bassins à débordement avec de l'eau courante. Pareil, toujours la même chose, dans des bassins en pierre, avec de l'eau qui se renouvelle en permanence, sous l'influence des rayons ultraviolets, de la lune, du soleil. Voilà. Et l'expérience montre que quand on mesure des animaux qui boivent ce type d'eau, ben, l'hydratation est toujours bien meilleure que quand ils boivent de l'eau du réseau, à nutrition équivalente, puisque quand les animaux sont à l'intérieur, ils ont la même ration dedans, qu'ils boivent de l'eau du réseau ou qu'ils boivent cette eau-là qui est en mouvement. Ça, c'était dans le 63, pareil, petite expérience sur des charolaises qui étaient dans un bâtiment, buvant de l'eau sur un système sous pression, avec un état de déshydratation constant. J'ai proposé à l'éleveur de remettre en service les bacs ancestraux qui étaient à l'extérieur, avec une eau, c'est des bacs à débordement, avec de l'eau de source en mouvement, à l'impact du soleil et de la lune, et vous obtenez une hydratation bien meilleure en quelques jours. Il faut juste s'assurer de la potabilité sur le plan bactériologique, bien entendu. Ça, c'est des systèmes que l'on voit encore aujourd'hui en Suisse. Alors, vous le savez, vous ne le savez pas, mais en Suisse, quand vous construisez un bâtiment, vous avez l'obligation de construire une aire extérieure au soleil, à la lune, et de disposer des gros bacs à l'extérieur. Si un agriculteur en Suisse n'a pas une aire d'exercice extérieur avec des bacs à l'extérieur, il n'a pas le droit d'avoir d'animaux. Donc ça, c'est un éleveur, c'est M. Jolidon en Suisse, dans la Franche-Montagne. Vous avez ce bac à l'extérieur, c'est de l'eau de source qui est collectée donc à la sortie du bois, qui descend dans le bâtiment. À l'intérieur, vous avez un réseau sous pression. À l'extérieur, vous avez un bac à débordement sous l'influence des ultraviolets, des infrarouges. Je peux vous certifier qu'en dehors des quelques jours de gel d'hiver où ce bac gèle à l'extérieur, puisqu'on a 1200 mètres d'altitude, les animaux, quand ils boivent, ils ont accès à cette eau-là, ils sont parfaitement hydratés. Quand ils ont que l'eau sous pression à l'intérieur, l'eau du réseau, l'état d'hydratation n'est pas du tout le même sur les animaux. Et l'expérience montre que quand on observe les animaux, 80% de l'eau qui est bue par les animaux dans la journée est bue sur ces bacs extérieurs. Alors là, une autre image de ce qu'est un élevage allaitant. Alors là, on est en été, donc forcément les bacs de prairie sont partis en prairie, mais en hiver, les vaches allaitantes qui sont à l'intérieur ont un libre accès à l'extérieur, et les gros bacs sont mis à l'extérieur, et pour chaque case, vous avez une extension extérieure pour que les animaux puissent sortir et boire à l'extérieur. Alors pourquoi je vous montre ça? Ça, c'est un autre exemple en Suisse. Vous avez, ça c'est la salle d'attente de traite à l'extérieur, et puis les animaux ont accès à un gros bac à l'extérieur, et puis de l'eau du réseau à l'intérieur. Et c'est toujours sur ces systèmes d'abreuvement qu'on obtient les meilleurs résultats. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que quand vous allez être amené à mesurer dans des fermes, vous allez vous rendre compte qu'hydrater des animaux à l'intérieur d'un bâtiment, c'est souvent extrêmement compliqué, et que souvent le système le plus efficace, c'est de créer une extension, à l'image de ce que vous avez sur ces photos, à l'extérieur, de mettre des gros bacs à l'extérieur, soit des vaches allaitantes ou des vaches laitières ou des moutons ou des chèvres, et de leur donner l'accès à de l'eau donc dans des gros bacs à l'extérieur. Après, il suffira quand même juste de s'assurer de la propreté bactériologique, bien entendu. Voilà, ça c'est des systèmes qu'on voit dans le Lot. Donc ce sont des systèmes qui sont multi-ancestraux. Ce sont des cavités qui avaient été creusées dans le rocher il y a plusieurs siècles, et dans lequel vous avez de l'eau de source, pareil toujours, de l'eau en renouvellement constant, de l'eau à l'impact du soleil et de la lune. Et l'expérience montre que quand on mesure des brebis dans ces endroits-là, très souvent les brebis qui consomment que de l'eau du réseau à l'intérieur sont en état de déshydratation chronique. Et dès qu'elles ont accès à cette eau extérieure, en général, l'index d'hydratation s'améliore très rapidement. Encore une fois, toujours vérifier que cette eau soit potable sur le plan bactériologique. Voilà, donc on peut le matérialiser comme ça. On avait fait ça avec Émilie Lafont du GDS il y a quelques années. On avait fait pas mal de formations sur l'eau pour les agriculteurs chez elle. Et on avait chaque fois demandé aux agriculteurs de nous amener des eaux de chez eux. Et donc, soit on avait affaire à des eaux de réseau, là par exemple, ça sont essentiellement des eaux de réseau. Donc on a des eaux qui sont la plupart du temps souvent avec des pH élevés,
qui ont souvent des résistivités basses ou à l'inversement des conductivités élevées, c'est-à-dire des eaux plutôt très chargées sur le plan calcium-magnésium, et puis souvent des eaux suroxydées du fait de la chloration, et qui nous amènent à avoir des animaux en état d'alcalose métabolique, avec souvent de nombreux problèmes sanitaires et métaboliques. Et inversement, dans les mêmes fermes, on peut avoir des eaux différentes, ça peut être des sources, des puits, ça peut être des citernes ancestrales qui ont été construites il y a plusieurs siècles. Et là, on se rend compte que très souvent sur les propriétés physico-chimiques de ces eaux-là, on a des eaux souvent beaucoup plus acides, voire très acides. On a souvent des eaux qui ont des résistivités très élevées, donc ou inversement des conductivités très basses, c'est-à-dire des eaux très douces, avec des charges minérales extrêmement faibles, et très souvent des eaux qui sont juste assez oxydées pour ne pas avoir de problèmes bactériologiques ou virologiques. Et en général, quand on mesure les brebis ou les chèvres, elles ont de bien meilleurs paramètres biologiques, bien entendu, à condition que la ration alimentaire et que le management général soit bien fait. Alors, le seul défaut de ces paramètres, c'est qu'on ne peut pas, avec un bioélectronimètre, on ne peut pas, avec un pH mètre, conductimètre, redoxmètre, évaluer la structure de l'eau. On mesure que ses caractères physico-chimiques, mais on ne peut pas avoir une idée de sa structuration au sens de ce qu'on va être capable de faire très prochainement en aquaphonique. Voilà. Alors, bien entendu, vous avez, je crois, vu ça avec Edwige. La première chose qu'on vérifie toujours sur les réseaux d'eau, c'est s'assurer qu'il n'y a absolument pas de pollution électrique et électromagnétique dans l'eau, puisque ça modifie ses propriétés, ça modifie son fonctionnement dans l'animal. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre à faire, et puis faire attention à ce que les terres des bâtiments soient bien construites, assurer que le réseau d'eau soit bien à la terre. Je vous encourage aussi à toujours vérifier qu'il n'y ait pas de poste de clôture donc en activité dans le bâtiment d'élevage, parce que ces postes de clôture envoient des champs électriques et électromagnétiques extrêmement violents dans la charpente et dans les abreuvoirs, et qui peuvent poser de vrais problèmes d'hydratation et de santé sur les animaux. De vérifier que, souvent c'est la photo ici en bas à droite, que la ferme ne soit pas un cafouche électrique. Et puis deuxième chose, on peut avoir aussi un gros souci de pollution du site avec les terres des transfos EDF. Donc ça, c'est des choses qui sont toujours à vérifier ou à faire vérifier par des géobiologues, on va dire, confirmés. Voilà, donc vérifier les terres, vérifier qu'il n'y ait pas de croisement d'eau avec les câbles électriques, c'est des choses extrêmement courantes, puisque ces champs électriques et ces champs magnétiques modifient la structure de l'eau. Alors jusque-là, on avait juste la possibilité de mesurer les qualités des terres, de mesurer les pollutions, les champs électriques et les champs électromagnétiques infligés à l'eau. Dans un avenir proche, avec l'aquaphonique, on va pouvoir mesurer la modification de la structure de l'eau quand elle est sous l'influence de ces champs électriques et électromagnétiques. Alors, quand on est en ferme, ma préférence en termes de distribution, même si vous avez vu ça avec Edwige, restera toujours le gros bac en béton en matière minérale, et si possible installé en extérieur, donc avec une plateforme d'abreuvement extérieur pour que les animaux puissent sortir du bâtiment et s'extraire du bâtiment pour aller boire. Ces bâtiments béton ont une grande inertie électrique et peuvent apporter une très légère minéralisation à des eaux acides et douces, ce qui n'est pas forcément un handicap. Voilà, si on les a en extérieur, toujours faire extrêmement attention de ne pas polluer ces bacs à eau par les réseaux électriques de clôture électrique, donc d'essayer de protéger l'induction électrique de l'eau, et puis bien entendu s'assurer qu'il y ait quand même un minimum de propreté, ce qui n'est quand même pas le cas de ce bac. Mon deuxième choix ira souvent à ces bacs en polyéthylène, qui sont à l'image des bacs fontaines qu'on avait dans nos villages il y a plusieurs siècles, qui offrent une bonne inertie électrique. Voilà. Peut-être qu'il faudra, dans un avenir proche, travailler l'eau sur le plan de sa structure avec des vortex. Ça, vous verrez ça dans certaines fermes, ou si ce n'est pas fait, ça peut être intéressant de le faire, et de travailler cette eau aussi avec différentes fréquences ou différentes gammes d'infrarouge. Voilà, ça c'est par exemple des exemples d'aménagement de plateformes d'abreuvement en extérieur qui répondent, on va dire, à ce qu'on vient d'exposer. Mon dernier choix, et celui que j'éviterai toujours, c'est les bacs en ferraille ou en inox, qui n'ont aucune inertie électrique et quelque part aucune inertie thermique. Ou c'est trop froid, ou c'est trop chaud, et il y a souvent des pollutions électriques et électromagnétiques importantes.
Il me reste juste un tout petit chapitre à vous faire sur la dynamisation de l'eau. On a une question de Céline Leminier qui est de comment, donc qui est arrivée au Oui. départ un peu de ton chapitre, qui était de comment évaluer l'état d'hydratation des animaux. Ah, Avant de... alors, normalement, vous avez vu ça avec Edwige, vous pourrez le regarder en replay sur son, on va dire sur son replay. La meilleure façon d'évaluer l'hydratation de l'eau, c'est de prélever des urines et de mesurer la densité urinaire. Voilà. Il y a deux manières de le faire. Chez les humains, on mesure l'osmolarité urinaire avec un osmomètre, mais c'est quelque chose qui est très difficile à utiliser en ferme. Donc, nous, plus simplement, on prend les urines, on mesure la densité urinaire. Alors, oui, la densité urinaire idéale pour un individu hydraté, que ce soit un animal ou un humain, c'est d'avoir une urine entre 1015 et 1025 de densité. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, vous aurez là la vision de l'eau dans l'organisme, hein, on est bien d'accord. Hein. Est-ce que tu conseilles, alors ça c'est moi qui rajoute, mais est-ce que, oui, merci, dit Céline. Est-ce que tu conseilles par exemple de quand même aller regarder, si on regarde l'hydratation de l'animal, ça n'empêche pas d'aller regarder la qualité de l'eau, quoi, avec les propriétés que tu as pu donner, quoi. Alors, en fait, la démarche est toujours d'évaluer s'il y a une hydratation correcte ou pas correcte. Alors, c'est la densité, c'est la dureté du rumen, c'est le pli de peau, c'est l'aspect luisant ou pas luisant de la peau, enfin, tous les critères qu'on peut visualiser sur l'animal qui nous permettent de statuer sur le fait que l'individu est déshydraté. La deuxième étape, c'est d'aller regarder comment est distribuée l'eau et quelle est la nature de l'eau. J'ai bien dit au début, on peut être dans une ferme où il y a tous les critères sont au beau vert en termes d'accessibilité, de débit, de propreté d'eau, tout est là, et pour autant, les animaux sont en état de déshydratation profonde. Et à ce moment-là, la deuxième étape, c'est d'aller travailler la structure de l'eau, sa composition physico-chimique, éventuellement la travailler avec différents systèmes de structuration d'eau pour modifier la structure intime de l'eau pour améliorer sa capacité d'hydratation. Voilà. Mais je ne voulais pas revenir sur les éléments que vous avez vus avec Edwige qui sont Bien sûr. fondamentaux. Hein. Quantité, Oui. débit, accessibilité, propreté, ça c'est évident. Hein. Mais on verra que ça n'est pas suffisant pour assumer une hydratation parfaite d'un humain ou d'un animal. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a Monsieur Lecourbe qui met une remarque pour te remercier d'avoir rappelé le risque clôture électrique qui est souvent constaté sur le Ah terrain. oui, oui, oui. Oui. Moi, c'est quelque chose que je chasse, que je chasse, que je chasse. La petite photo là, que je vous ai montrée sur le poste de clôture, bon, la personne qui est concernée, elle s'en souvient, ça fait mourir des centaines d'agneaux hein, pendant des années. Hein, le temps qu'on arrive à décider l'éleveur de l'enlever. Hein, simplement parce qu'on avait réglé tout le management de troupeaux, on avait réglé toutes les questions nutritives sur le plan protéocalique, minéraux, les oligos, tout le fourbi, parasitaire, tout était nickel chrome. La qualité des fourrages, tout était nickel chrome. Et pour autant, on avait une état de déshydratation chronique avec des problèmes sanitaires et de la mortalité agneau parce qu'on avait une pollution électrique et électromagnétique qui faisait que les animaux ne s'hydrataient pas. Donc ça, c'est vraiment, vous devez y faire la chasse à toutes ces pollutions électriques et électromagnétiques. Très bien, merci. Je te laisse continuer. Alors, les eaux polluées sanitaires, vous avez vu ça qui est dit, je ne reviens pas dessus. Donc, un petit chapitre pour des systèmes de traitement d'eau que vous êtes amenés à rencontrer sur les fermes. Alors, voilà, quand on mesure par exemple de l'eau et des animaux dans une ferme, voilà à peu près, voilà notre installation. Voici un bioélectronimètre. Ça, c'est un autre appareil qui permet de mesurer les gaz sanguins, de faire le ionogramme, de mesurer l'état d'hydratation des animaux. Ça, c'est un appareil plutôt médical. Ça, c'est le bioélectronimètre qui nous sert à travailler sur l'eau et sur les animaux. Voilà, donc voilà les deux types d'appareils. Alors, dans une ferme, vous pouvez être amené à voir quoi? Une filtration à charbon, une filtration à sable. Alors évidemment, cette filtration, elle a pour propriété d'enlever des toxines, d'enlever éventuellement des bactéries, d'enlever le chlore de l'eau du réseau. Elle permet d'enlever une partie du fer, une partie du manganèse et elle retient une partie des minéraux. Donc forcément, la filtration aura déjà un premier impact sur l'eau en termes de modification de l'eau. On peut avoir une légère baisse du pH et une légère baisse de la conductivité.
Bon. Ensuite, on peut avoir des aérateurs, ça c'est pour des gens qui ont des lagunes, je pense surtout au sud-ouest, où il y a beaucoup de retenues collinaires. Ensuite, on peut être amené à adoucir l'eau, au sens de réduire la minéralité de l'eau. On peut être amené à tamponner l'eau. Les eaux extrêmement acides, de remettre du carbonate, c'est ce que font les communes pour monter le pH de l'eau. Là, je vous recommande de jamais monter le pH au-delà de 6,8 dans l'idéal. Et ensuite, on applique un oxydant. La vocation de l'oxydant, ben, lui, va augmenter le RH2, augmenter le redox. Sa vocation, c'est de tuer les pathogènes. On est d'accord, c'est de tuer les virus, de tirer les bactéries. Le plus courant de ce que vous verrez dans les fermes, c'est le chlore et le peroxyde d'hydrogène. Mais on a d'autres manières d'oxyder l'eau. Vous avez les électrolyses en ligne. On a l'autre possibilité, c'est de travailler des échangeurs d'ions, des osmoseurs. On peut faire des traitements UV. Les UV, ben, on vient d'en parler, hein, c'est des gammes de lumière qui sont très oxydantes. Et ensuite, la dernière étape qu'on peut être amené à faire, parce que tous ces traitements de filtration, d'adoucissement, de tampons, d'oxydation, d'électrolyse vont changer les propriétés, la structuration de l'eau. Et on peut amener, dans un deuxième temps, à vouloir reconstituer la structure de l'eau pour se rapprocher de ma photo initiale, de cette belle chute dans la forêt. Donc, on a différents types de systèmes que vous pouvez voir dans les fermes. Les systèmes les plus anciens, qui sont inspirés des systèmes Schlumberger, c'est les systèmes Grand'Air autrichiens. On a les systèmes Blocher. Et puis après, on a différents types de vortexeurs ou différents types de structurateurs d'eau que vous verrez dans les fermes. Alors, je vais passer sur la filtration parce que je crois que vous avez vu ça et l'adoucissement. Bon. La première étape que je vais toujours imposer aux éleveurs, c'est si on a des eaux qui sont beaucoup trop hautes en pH, avec un potentiel hydrogène beaucoup trop élevé, et bien des eaux à pH élevé, en fait, vous n'aurez pas l'énergie de l'eau, vous n'aurez pas l'énergie hydrogène de l'eau. La première chose qu'on va toujours faire, c'est acidifier l'eau pour baisser le pH de manière à augmenter finalement la disponibilité en protons dans l'eau. Donc là, il s'agit d'ajuster le pH de l'eau avec des acides organiques en bio ou avec des acides phosphoriques ou sulfuriques alimentaires sur les systèmes conventionnels. Je vous rappelle qu'il faut régler le pH entre 6 et 7, idéalement entre 6 et 6 et 6 et 6,5. Ça, c'est toujours la première étape que je vais toujours mettre en place dans les fermes. Voilà, ça c'est un système qui coûte à peu près autour de 2500-3000 euros et qui permet de contrôler le pH de l'eau. Tamponner, je ne le fais jamais. Et je suis toujours plus embêté par les excès de calcium et de magnésium. Donc ça, c'est ce qui est fait dans les communes et qui, pour moi, rend l'eau, pour moi, impropre sur le plan biologique pour les animaux. Elle est peut-être propre, mais elle est inopérante sur le plan biologique. Quand on veut avoir de l'eau propre, le traitement se fera essentiellement par oxydation. Donc chlore, permanganate de potassium ou peroxyde. Mais ce n'est pas les systèmes que je préfère, dans le sens où très souvent ces systèmes-là donnent un goût à l'eau que les animaux n'aiment pas, et souvent la suroxydation de l'eau amène à une suroxydation des animaux et amène à des déficiences immunitaires ou des déficiences de fonctionnement sur le plan hormonal qui ne m'intéressent pas. Alors, si l'éleveur veut quand même assurer une propreté d'eau, mais sans avoir trop d'effets néfastes sur le système digestif et sur le système immunitaire et hormonal, le moins mauvais des systèmes, c'est le système au dioxyde de chlore. Donc là, vous avez l'exemple d'une pompe à dioxyde de chlore qui est générée dans la canalisation donc, et qui permet d'assurer une potabilité de l'eau. Donc si on doit choisir un système d'oxydation pas trop onéreux, c'est celui-là que je vais utiliser dans la limite de ne pas monter le RH2 au-delà de 28 et de ne pas monter au-dessus de 250-300 millivolts dans l'eau. Bon, permanganate de potassium, c'est ce qu'on fait en Afrique. Ce que vous verrez de temps en temps, c'est un traitement par oxydation et filtration par les UV. C'est un système qui convient bien pour les salles de traite, pour les laiteries, pour les ateliers de transformation, on va dire, du lait. C'est un système qui ne convient pour moi absolument pas au traitement de l'eau de boisson des animaux. À partir du moment où on doit mettre de l'eau dans des gros bacs, puisque en général, avec ces systèmes-là, on n'arrive pas à maintenir un degré de pression d'oxydation suffisante pour s'assurer d'une propreté d'eau. Ça peut convenir à des poules ou des cochons qui boivent sur des pipettes, mais pas des ruminants sur des gros bacs. Alors,
ce qu'on utilise le plus souvent en ferme, c'est soit l'électrolyse en ligne au sel de mer. Là, vous avez une installation qui avait été mise en place il y a déjà une quinzaine d'années dans une grosse ferme des Vosges. Voilà, donc c'est de l'électrolyse en ligne, comme on pourrait le faire sur des piscines, hein, ou des légumeries. Et puis vous avez donc un autre système qui peut être utilisé en ferme, à condition que ce ne soit pas une ferme de grosse taille, ça va pour des chèvres ou des moutons, c'est l'osmoseur et le vortexeur. L'osmoseur, c'est quelque chose qui est purement mécanique, qui permet d'extraire les virus, les bactéries, d'enlever la charge minérale excessive de l'eau et de modifier les propriétés physico-chimiques de l'eau. Le seul défaut de ce système, c'est qu'on jette à peu près la moitié de l'eau à l'égout. Et puis derrière, on installe donc un vortexeur pour restructurer. Je vais vous montrer pour les vortexeurs. Ça, c'est un système qui a été inventé par les Russes. Vous pouvez retrouver ça sur le système Envirolite, hein, qui est fabriqué en Lettonie. C'est une électrolyse qui permet aussi de fabriquer son biocide à la ferme à partir du sel de mer et donc d'assurer la potabilité de l'eau. Et vous avez des systèmes qui tournent un peu en France associés à un dynamiseur, donc les systèmes ERS, donc, qui permettent, parce que quand on fait passer de l'eau dans un champ électrique électromagnétique d'électrolyse, ben forcément on change ses propriétés électromagnétiques, et donc pour les restaurer, derrière ces systèmes-là sont installés des systèmes ERS pour restructurer l'eau, et un deuxième vortex qui est fabriqué par une société qui est à côté de Lyon-Valrhône, qui permet mécaniquement de restructurer l'eau. Alors, je vais vous montrer quelques diapos sur la structure de l'eau. Vous partez du principe que l'eau, c'est une structure dipolaire. C'est vraiment ce qui lui donne ses caractéristiques propres. Et donc, et en fonction de la pression, de la température et des gammes de fréquences qu'on lui imprime, eh ben, la cohésion de ces molécules d'eau, elle est complètement différente. Et ce qui est souvent dans les livres de biologie, c'est de vous montrer que l'eau, pour passer au travers des membranes cellulaires, qu'elles soient végétales, animales ou humaines, elles doivent passer au milieu d'aquaporines, donc ce sont des orifices de passage au travers des membranes cellulaires, et que ces aquaporines, elles ont un diamètre qui est bien particulier, qui en fonction des clusters d'eau, je vais vous montrer le diapo là-dessus, en fonction des propriétés électromagnétiques de l'eau, la facilitation de passage des molécules au travers de ces aquaporines est plus ou moins possible. Alors, on peut le matérialiser comme ça. En fonction de la cohésivité des molécules d'eau, vous pouvez avoir des molécules par leurs propriétés d'eau, par leurs propriétés électromagnétiques qui sont extrêmement agglutinées sous forme de grosses boules, de gros clusters. Donc on imagine bien que ces gros clusters-là ont certainement plus de difficultés à passer dans les aquaporines des membranes cellulaires par rapport à des petits clusters qui sont représentés que par quelques molécules et donc qui auront bien plus de facilité de traverser les membranes. Alors, comprendre que quand vous faites un vortex mécanique, la première chose que fait le vortex, c'est quoi? Ben, c'est de casser ces gros clusters pour en faire des petits clusters. C'est l'énergie cinétique, l'énergie mécanique que vous infligez à l'eau qui va permettre de casser ces gros clusters. Voilà. On peut aussi le faire par un autre système, c'est que comme vous avez l'eau qui est un dipôle et puis qui interagit par des liaisons électromagnétiques, on peut infliger un champ électromagnétique à l'eau, et ce champ électromagnétique a cette propriété de pouvoir dissocier les molécules d'eau pour transformer les gros clusters en petits clusters. Donc, quels sont les systèmes que vous serez amené à voir? Moi, le premier système que j'ai vu et qui m'a initié à la structure de l'eau, c'est le système Grande-Air. Donc, système Grande-Air qui est fabriqué en Autriche depuis maintenant pratiquement un siècle. Le principe, ce sont des aimants qui sont à l'intérieur de cette boîte dans lequel vous faites pénétrer l'eau. L'eau va passer dans un champ électromagnétique qui est initié par les aimants, et c'est ce champ électromagnétique qui va casser les gros clusters, et l'eau qui va ressortir, dynamiser au sens d'avoir des clusters beaucoup plus petits, et qui sont capables, donc, cette eau-là a une capacité d'améliorer la digestion, de traverser les membranes de façon plus importante. Où c'est que j'ai vu ces systèmes-là? Principalement en Suisse. Ça, c'est une ferme qui est à côté de Fribourg en Suisse. Ça, c'est 2 fermes de la Franche-Montagne, voilà, qui sont équipées de ces systèmes-là. Et l'expérience montre effectivement que les animaux,
reçoivent cette eau-là, condition que tout le reste soit bien fait, l'accès à l'eau, la disponibilité en nutriments, l'équilibre nutritionnel. Si tout ça c'est bien fait, ben c'est vrai que le fait de structurer l'eau est une plus-value en termes d'efficacité zootechnique et en termes de productivité des vaches. Voilà, donc vous avez différents systèmes grandaires. Les modules sont plus ou moins importants en fonction des mètres cubes d'eau qui sont à traiter. Et vous avez un autre système, vous pourrez vous renseigner là-dessus, c'est le Colitor, qui n'est plus fabriqué malheureusement. Vous avez une cuve blindée ici avec un double vortex dedans, vous mettez l'eau dedans, vous faites vortexer cette eau, et l'eau vortexée sort ici. C'est un système qui est utilisé essentiellement pour détoxiquer les sportifs de très haut niveau après leur compétition. Moi qui ai eu l'expérience d'en boire quelques verres, c'est absolument impressionnant. Vous prenez deux verres de cette eau hyper vortexée et vous urinez pendant 24-48 heures des quantités que vous n'imaginez pas. C'est là qu'on se rend compte que la structure de l'eau a vraiment une dynamique très importante sur son organisme. Alors, l'autre système que vous serez amené à voir, c'est le système Plocher. Donc, c'est des choses qu'on voit régulièrement en France. Le principe, c'est toujours partir que l'eau, c'est un dipôle électrique. On fait passer ce dipôle de la même façon dans un champ magnétique donc, qui est organisé avec des aimants et des holoïdes. Et, cette eau change sa structure. Pareil, on change les gros clusters en petits clusters. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, moi, j'en avais installé un dans ma première maison il y a déjà longtemps. Ça se met directement sur la canalisation, c'est non invasif. Hein. En fait, on impose ça sur la canalisation d'eau derrière le compteur. Et donc l'eau, quand elle passe dans ce champ électromagnétique et qui change sa structure. Alors ça convient bien à une maison pour moi, ça convient bien à des tout petits élevages. Je pense que la limite de ce système, c'est quand on va être dans des gros élevages où il faudrait multiplier les appareils au plus près de la distribution de l'eau, et ce qui augmenterait considérablement le coût. Voilà, c'est un système Plocher 4. Alors, ce que vous allez voir aussi fréquemment, c'est un système développé par Maurice Lepage, qui s'appelle LM Innovation. En fait, c'est un vortexeur. Donc, vous avez pareil, vous avez un bol, à l'intérieur, vous avez une céramique, et donc l'eau rentre dedans. Elle fait tourner sous la simple pression donc la céramique. La céramique, elle est gravée, et il vous ressort de l'autre côté une eau sous forme tourbillonnaire, sous forme d'un vortex. Et donc, c'est une énergie purement mécanique qui va transformer, pareil, la structure de l'eau, casser des gros clusters pour en faire des petits clusters. Même problème qu'avec le Plocher 4, bien adapté à des petits élevages. Si on est dans des élevages conséquents, il faut quasiment mettre un dispositif par bâtiment, parce qu'on ne peut pas garder la structure de l'eau sur des kilomètres et des kilomètres. Et donc, il faut multiplier les appareils. Donc, dans les gros élevages, ça marche bien techniquement, mais par contre, il y aura un certain coût si vous devez multiplier les systèmes. Alors, autre système que j'utilise aussi depuis quelques années dans des élevages, c'est un système qui est fabriqué par des luxembourgeois, donc chez Lika Innovation, l'ActiveWater. Ça, j'ai installé ça dans ma maison ici. Donc, vous avez, le principe, c'est pareil, c'est des aimants, c'est des holoïdes que l'on met de part et d'autre de la conduite d'eau, qui permet de changer la structuration de l'eau. Et donc, alors, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas capable aujourd'hui de mesurer ce que fait cet appareil, puisque mais dans un avenir extrêmement proche, dès que nos appareils d'aquaphonique vont être opérationnels, je vais pouvoir mesurer cette eau avec ou sans passage dans ce système et voir comment ce système modifie la structure de l'eau. Ce que je sais, c'est que par contre, moi j'ai une autre source, le fait l'eau qui est traitée par ce système n'a absolument pas le même goût que la même eau qui n'est pas passée par ce système. Je peux juste vous dire que c'est gustatif. Après, sur la structure, je ne peux pas vous dire. Autre système que je suis en train d'expérimenter, qui est un assainissement de l'eau par des champs électromagnétiques, c'est le système Aquasolution, que j'ai installé aussi à la maison. Et bientôt, je vais pouvoir mesurer l'eau avant et après traitement par ce système. Donc là, le principe, c'est de mettre un solénoïde sur le tuyau, d'envoyer deux champs électriques et électromagnétiques à 90 degrés et de modifier la structuration de l'eau. Le but étant, un, de modifier la structure, mais deux, d'enlever tous les biofilms bactériens qui sont dans les tuyaux. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est breveté pour des usages humains,
dans les hôpitaux, dans les cuisines industrielles, dans les industries agroalimentaires. Voilà. Leur cible de travail, c'est essentiellement l'industrie et les hôpitaux. Et donc, je suis en train d'essayer ces systèmes sur les élevages. C'est quelque chose qui me semble prometteur aussi. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur le site d'Aqua Solutions, c'est bien expliqué. Voilà, ça c'est pour vous. Comment vous pouvez travailler l'eau pour vous-même? Acheter des carafes, une carafe pour hydrogéner l'eau, de manière à augmenter le potentiel hydrogène de l'eau. Ça a de réelles vertus anticipatives, préventives et thérapeutiques chez l'homme. Et vous pouvez également, avec une autre carafe, elle a le même aspect, mais ce n'est pas le même électrolyseur, vous pouvez créer de l'acide hypochloreux avec du sel de mer et un électrolyseur pour créer votre propre biocide chez vous à la maison, pour nettoyer vos plaies, pour soigner des gastroentérites. Moi, j'utilise ça beaucoup chez des éleveurs de manière à générer, ce biocide pour ne pas mettre d'antibiotiques par voie orale sur les agneaux, les veaux, les chevreaux, et c'est extrêmement efficace. Il y a beaucoup de littérature en humaine pour le traitement des gastroentérites. Je soigne mes enfants avec. Voilà. Ça, c'est plutôt pour son caractère biocide et se débarrasser des virus et des bactéries. L'eau hydrogénée, c'est plutôt pour améliorer, donc, quelque part, le potentiel de restauration de l'hydratation des cellules. Voilà, j'en ai fini. Bah, merci beaucoup. Alors, je vais quand même vous laisser un petit moment. Il est 12h35, donc c'est bien. On a quand même bien respecté le timing parce que c'est quand même très, très riche comme information. Et ce qu'il faut dire, c'est que généralement, tu interviens sur plusieurs jours auprès des C'est éleveurs, ça. entre autres, et d'autres spécialistes, où tu vas aussi faire des analyses au plus proche d'eux. Donc, on a une question, voilà, on a deux questions. Alors, une question sur quel est le risque de l'acidification de l'eau sur la solidité des dents. Je ne sais pas si c'est les dents humaines ou les dents des animaux, mais je pense que ça vient par rapport à ce que tu Alors, as avancé. Pardon. je vais répondre à cette première question. C'est un paradoxe qui est bien documenté dans la littérature de scientifiques humaines, hein, pas pour les animaux, scientifiques humaines, qui montre que des humains qui vont boire des eaux extrêmement basiques, c'est un paradoxe, mais on va avoir souvent des blocages de la balance parathormone-calcitonine et qui aura tendance quelque part à décalcifier donc l'individu, donc avec une moins bonne cohésion quelque part de la liaison entre la dent et la mâchoire osseuse, simplement parce que la modélisation de l'os, quelque chose qui est en modélisation permanente, hein, on a des ostéoclastes qui détruisent l'os et on a des ostéoblastes qui construisent l'os. Ce système de balance ostéoclaste-ostéoblaste ne fonctionne plus très bien lorsqu'on est dans l'alcalinité. Inversement, quand on boit des eaux légèrement acides, donc très peu minéralisées, au sens qu'il y a très peu de calcium, très peu de magnésium dedans, la dynamique ostéoblaste-ostéoclaste fonctionne bien mieux et la minéralisation globale du squelette est bien meilleure. Donc, ce n'est pas intuitif du tout, hein, mais en fait, des eaux très basiques et très chargées en calcium, magnésium ont plutôt tendance à encourager la non-remodélisation osseuse et quelque part l'ostéoporose, et inversement des eaux légèrement, j'ai bien dit légèrement acides, hein, pas dit des eaux à pH 4,5, hein, des eaux légèrement acides et si possible avec de la silice dedans, ce sont des reconstructeurs, des remodélisateurs osseux très très puissants. Donc je vous encourage quand vous achetez de l'eau, si vous achetez de l'eau à boire, choisissez toujours des eaux à pH plutôt 6,5, 6,8, des eaux qui aient des résidus secs, c'est-à-dire la charge minérale la plus faible possible, on va dire des résidus secs à 180 degrés entre 20 et 50 mg par litre maximum. Excusez-moi, parce que je crois que j'ai une livraison. Voilà. Oui, allô? Il faudra me rappeler plus tard, s'il vous plaît. Non, parce que j'attends des livraisons. Donc, je continue. Et une eau qui soit légèrement oxydée, mais pas trop, c'est-à-dire RH2 entre 22 et 28. Je ne veux pas faire de pub, mais les deux meilleures eaux que vous aurez dans les supermarchés, c'est la Montcalm et la Montroco. Généralement, on dit qu'il faut en faire une troisième, enfin, il faut en dire trois de marque. Mais Alors, c'est genre la dans les salbetta n'est médias. pas forcément très mauvaise non plus. Alors, c'est Euh, des eaux qui sont issues de massifs granitiques ou du grès ou du schiste, mais jamais des eaux issues de massifs calcaires ou magnésiens et volcaniques
Là, ce sera une eau intermédiaire, on va dire. Pourquoi? La Volvic, ça passe. D'accord. Et donc, une question de Corinne qui demande sur quelle distance se conserve la dynamisation ou existe-t-il un couple puissance-distance? Alors, excellente question. Donc, la plupart des systèmes que je vous ai montrés, leur principal problème, c'est la difficulté de garder la structure de l'eau sur de longues distances. Donc, les Plocher 4, les systèmes Grand'Air, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pour moi, ou des systèmes LN diffusion, il ne faut pas des circuits d'eau trop importants. En général, c'est un appareil par bâtiment. Enfin, à condition que ce ne soit pas un bâtiment de 3 hectares, hein, d'accord. Quand on veut des systèmes qui soient suffisamment stables sur la longueur, je retiens deux systèmes. Soit le système par électrolyse, le système Envirolyte, avec le système ERS et le système donc Valrhone, qui nous permettent de garder une structure d'eau à peu près correcte sur 1 à 2 km. Et le deuxième système, à mon avis, qui est prometteur, c'est le système Aquasolution, avec le champ électrique électromagnétique, parce que ça, par contre, ils ont fait la démonstration des entreprises qu'ils arrivent à garder la structure et le signal de l'eau sur plusieurs kilomètres. Voilà. Et je pense, ce qu'on est en train de travailler avec Quantiworld, je pense que ce système-là, à vérifier, mais nous permettra de garder le signal et la structure, à mon avis, dans le temps et sur la longueur, plus facilement. Et merci pour cette réponse. Il y avait juste un complément de question sur l'acidification de l'eau et les compléments que tu as pu apporter sur les eaux, les exemples d'eau de Nathalie qui disait qu'en est-il des eaux enrichies en CO2? Alors, pour moi, ça, c'est un problème. Voilà, c'est un problème. Alors, on va dire plus pour la digestion, quelque part. Pourquoi? Parce que faut comprendre que dans les premières phases de la digestion, dans notre estomac, je pense pour les humains, parce qu'on ne donne pas d'eau gazeuse aux animaux, encore que ça puisse arriver, mais dans l'estomac, le pré-estomac, il faut savoir que quand on le mesure, surtout chez un homme, on a besoin d'oxygène. La digestion est plutôt avec un redox qui est relativement, on va dire, qui est relativement bas. Enfin, et le problème du CO2, c'est qu'il modifie le redox. Et donc, il va perturber la digestion. Alors, si on boit de l'eau gazeuse entre les repas, ce n'est pas un problème, c'est un problème au moment du repas. Et on a besoin d'un minimum d'oxygène dans le petit intestin. Ce qui n'est plus le cas parce que quand on est dans la partie terminale du tube digestif, c'est plutôt totalement anaérobie. Voilà. Et puis une petite particularité chez les ruminants, pour eux, je ne souhaite pas qu'ils aient de l'eau gazeuse, c'est que le système des préestomacs est très, très anaérobie. Voilà. Et pour moi, les eaux gazeuses, c'est plus un problème pour les humains, j'ai envie de dire, que pour les animaux. C'est un problème pour les humains, puisque nous, on doit avoir un minimum d'oxygène dans notre estomac, notre petit intestin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je laisse la personne, oui, a L'autre priori. problème qu'on a avec les eaux gazeuses en général, très souvent, elles sont très chargées en minéraux, très chargées en bicarbonate. C'est des eaux extrêmement dures, des eaux extrêmement conductrices. Et à ce titre, ce n'est pas pour moi l'idéal, ni sur le plan digestif, ni sur le plan réhydratation pour un humain. Il y a d'autres questions, vous pouvez aussi directement lever la main ou vous pouvez faire une remarque, hein, il n'y a pas de... Je vois pas, c'est que ça devait être quand même assez complet. Ou alors il y a ou alors ça a généré beaucoup trop de questions, mais c'est bien, Alors, ça va ceci dit, permettre. je vous ai donné beaucoup de pistes pour faire du travail de Mm. lecture personnelle, hein, parce qu'il est Oui, évident qu'il faudra aller un petit peu plus loin de votre côté. Hein. oui, oui. Bah, il y a un commentaire comme quoi il y avait plein d'éclairages et que c'était très riche, très enrichissant. Après, Bon, bah, je pense qu'il faut être honnête, et puis on finira là-dessus. Je mm, pense que les champs d'investigation sur l'eau, ils sont encore extrêmement importants. On a encore énormément, énormément, énormément d'inconnus. Voilà. très bien. Bah, merci à toi, en tout cas, Pierre-Emmanuel, pour Bah, ces écoutez, tout le plaisir explications était pour moi. et puis de permettre de mettre un pied dans ce sujet si vaste. Et je vous remercie à tous d'avoir été présents. Je vous enverrai le replay et aussi l'ensemble de la présentation Ouais. de Pierre-Emmanuel. Et toujours bien réinsister que
le plus important, c'est de faire ce que vous a énoncé Edwige. Vous commencez par les fondamentaux. La quantité, l'accessibilité, le débit, la propreté. Et une fois que ça c'est fait, on peut penser à travailler la structure de l'eau, parce qu'on voit quand même trop de fermes où ils ont investi 10 ou 15 ou 20 000 euros dans des structurateurs d'eau, alors que le B.A.B.A. n'est pas fait. Hein. Hein, on est d'accord. Hein. Vous commencez déjà par ce qui vous a été énoncé par Edwige, qui est le plus important pour moi. Hein. Ben, merci pour ces précisions, en tout cas. Bon, bah, Eh ben, je vous souhaite une je belle vous journée à souhaite, tous. oui, ma de même, bonne journée et à À bientôt. bientôt.